Mais bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là ce matin. Mon nom est Pierre Majorec-Léger, je suis professeur à HEC Montréal. Je suis titulaire d'une chaire de recherche dans le domaine de l'expérience utilisateur et co-directeur du Tech 3 Lab d'HEC Montréal. Et j'imagine que la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que dans le domaine du développement logiciel, surtout dans des approches agiles, on comprend tous l'importance des tests utilisateurs, on comprend tous l'importance d'aller à la rencontre des utilisateurs. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler d'une manière nouvelle de faire des tests utilisateurs, principalement d'aller utiliser, mobiliser les outils issus des neurosciences pour vraiment comprendre ce que vit l'utilisateur lors de son interaction, être capable de fournir des insights peut-être plus enrichis, plus riches aux designers de conception, de concepteurs de logiciels. Et pour commencer ma présentation aujourd'hui, je vais vous mettre dans cette magnifique neige qui nous attend dans quelques jours. Et pour vous parler d'une analogie, essentiellement, l'idée ici, c'est que lorsqu'on va à la rencontre de l'utilisateur et qu'on regarde uniquement son comportement, par exemple, si on utilise Google Analytics, par exemple, pour mesurer où vont les gens sur notre site web, quelle page ils utilisent, c'est quoi les différents parcours poursuivis par les différents types d'utilisateurs. Mais essentiellement, lorsqu'on regarde le comportement, c'est important, on apprend beaucoup de choses, mais c'est l'équivalent de regarder des pas dans la neige. Hein? On sait où les gens vont, peut-être qu'on serait capable de deviner la taille de la pointure de leurs souliers, peut-être leur poids par la profondeur des pas. Du moins, on sait la direction qu'ils ont pris, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont vécu. Hein? On ne serait pas capable de vraiment connaître l'émotion vécue par les utilisateurs alors qu'ils marchaient dans la neige. Hein? Vous ne seriez pas capable de savoir si, par exemple, votre utilisateur s'ennuie sur votre application ou si carrément là, votre site web lui donne un mal de tête. Hein? Ou si, par exemple, la personne serait carrément frustrée d'utiliser votre site web sur l'application mobile que vous lui avez fournie. Hein? Donc, tout ça, il n'est pas possible d'utiliser que le comportement ou même l'observation en contexte de test utilisateur pour être capable de conclure et de connaître vraiment ce que vit l'utilisateur. Puis comprendre ce que vit l'utilisateur, c'est important parce que c'est ça qui nous permet d'être capable de développer des applications qui sont plus alignées sur l'expérience qu'on veut créer avec notre application. Saviez-vous que nous, les humains, on génère l'équivalent d'1 gigaoctet de données à l'heure lorsqu'on interagit avec des technologies. Hein? C'est 1 gigaoctet de réactions émotionnelles et cognitives que nous générons lorsqu'on interagit avec nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs. Un gigaoctet, c'est l'équivalent d'1 million de pages de texte. C'est l'Encyclopédie Britannica. Hein? On génère l'équivalent d'une Encyclopédie Britannica de l'heure en interaction avec la technologie. Et ça nous informe, il y a moyen d'utiliser cette donnée-là pour nous informer sur ce que vit vraiment l'utilisateur. Donc, moi, je suis un chercheur, je suis un universitaire, j'ai un laboratoire, j'utilise la neuroscience et la neuropsychologie pour amener dans le domaine de l'interaction humain-machine des données de plus, hein, être capable d'enrichir notre compréhension de l'utilisateur. Je suis également membre d'Ivado. Vous connaissez sûrement cette initiative du campus Montréal entre HEC, Polytechnique puis l'Université de Montréal, où on s'intéresse à de mobiliser la mégadonnée. Ben, moi, mon domaine, c'est de mobiliser la mégadonnée humaine pour informer le développement logiciel. Et je vais vous donner des exemples tout au cours de la présentation. Donc, j'ai dans mon laboratoire toute une gamme d'outils. Je suis capable de mesurer avec des électroencéphalographes l'activité électrique de votre cerveau, de mesurer des gens lorsqu'ils interagissent avec des téléphones, des portables. Aussi dans le domaine du jeu vidéo, on est capable de mesurer vraiment ce que les gens vivent avec grande précision lorsqu'ils interagissent de manière sociale en interaction. On a beaucoup de chance. Essentiellement, notre laboratoire a été financé par la fédérale. On a reçu 2,6 millions de dollars en infrastructure, juste en équipement. On a plein de beaux instruments de mesure. Et on a eu la chance d'avoir, il y a l'année passée, la visite d'un chercheur de la NASA qui est le père de notre domaine, là, le père de l'utilisation de l'informatique physiologique, si on peut dire, qui fait ça depuis les années 80 à la NASA. Puis il vient nous voir. Puis évidemment, quand on a un visiteur de la NASA qui vient visiter
ton laboratoire, ben, tu es dans des petits souliers, puis là, tu n'oses pas trop montrer tes affaires. Finalement, il était super jaloux. Finalement, on a un beaucoup plus grand laboratoire que le sien. Et on a amorcé une collaboration avec lui. Puis le mois prochain, là, essentiellement au mois de décembre, on va faire notre première expérience avec les gens de la NASA pour être capable d'utiliser nos mesures pour mieux comprendre l'attention cognitive de gens qui doivent monitorer une situation pendant une très longue durée, puis de créer des contre-mesures pour être capable de ramener l'utilisateur bien focus là, dans sa tâche. Donc, c'est un projet là, qui roule le mois prochain. Mais on fait des affaires donc dans différents domaines, mais avant de vous expliquer comment je mobilise les données neurophysiologiques pour informer la conception de logiciels, revenons un peu en arrière puis essayons de voir comment aujourd'hui, dans les organisations, comment on conduit des tests utilisateurs. Puis comment, je veux que ça soit clair, là, lorsque vous allez quitter la salle tout à l'heure, le message ici, c'est qu'on ne cherche pas à remplacer ce qui se fait déjà, d'aller tester des applications, que vous testiez l'application dans une salle de conférence, en observant des gens, de faire un test utilisateur, c'est mieux que de ne pas en faire du tout, et de le faire en mode guérilla, à faible coût. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'apprendre sur l'utilisateur. L'idée ici, c'est de voir que les méthodes traditionnelles ont certains biais. C'est important de les comprendre, puis il y a moyen d'aller au-delà des biais classiques, traditionnels qu'on a en test utilisateur. Donc, on a ici une professionnelle du domaine de l'expérience utilisateur qui vient de concevoir un nouveau site web et qui demande à un utilisateur de prendre un petit moment là, pour tester la nouvelle application. Et on va donner une tâche à l'utilisateur, on va lui dire, bon, navigue, essaie d'aller acheter telle chose sur le site web. Et fait qu'il va prendre quelques instants pour s'approprier le site web. Et à la fin, la professionnelle de l'expérience utilisateur va revenir à l'utilisateur en lui demandant, bien, par exemple, bien, dans quelle mesure le site web était facile à utiliser. Hein, donc, une échelle typique, là, on pose avec des questionnaires, on va chercher la perception de l'utilisateur. Mais disons que l'utilisateur répond 3 sur 5. Qu'est-ce qu'on a appris? Quelque chose qui cloche, là. Je veux dire, l'expérience n'est pas parfaite. L'utilisateur nous dit qu'il y a sûrement quelque chose à améliorer, mais quoi exactement? Peut-être que c'était difficile au début, c'était facile à la fin, puis il a fait une moyenne entre les deux, puis il a dit 3 sur 5. Peut-être qu'il ne veut pas vraiment nous dire que le site web est poche, puis il pense que c'est un 1, mais il va nous dire 3 à la place. Hein? Peut-être qu'il n'est pas vraiment capable de revenir rétrospectivement sur ce qui cloche. Il y a un sentiment que ça ne marche pas. Il n'est pas capable de nous dire que c'est à quel moment que l'interaction n'est pas optimale. En d'autres termes, lorsqu'on fait des tests puis qu'on va à la rencontre de l'utilisateur et qu'on leur pose des questions sur leur perception ou qu'on mesure leur comportement, bien, on considère l'utilisateur comme une boîte noire. Hein? On essaie d'observer la boîte, on essaie de deviner ce qui se passe dans la boîte, mais on ne sait vraiment jamais. Hein? Et, don't get me wrong, d'être capable d'aller à la rencontre de l'utilisateur et de connaître sa perception, c'est super important. Parce que la perception, c'est le prédicteur de l'intention puis du comportement. Donc, on veut mesurer la perception, on veut aller interviewer l'utilisateur, mais comme concepteur de solution, ça ne me permet pas de répondre à des questions importantes pour comprendre pourquoi l'expérience n'est pas optimale. Hein? Je ne suis pas capable de répondre à la question à quel moment l'expérience n'est pas optimale, puis à quel endroit l'expérience n'est pas optimale. Hein? Donc, de répondre à la question du quand et du où, mais c'est important pour être capable de prioriser dans notre cycle de développement et de dire, bien, voici ce qu'on devrait changer dans notre MVP dans le prochain cycle parce qu'il y a ces problèmes-là. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'aller trouver des mesures beaucoup plus riches pour être capable de nous informer. Donc, nous, ce qu'on utilise dans mon laboratoire, c'est des mesures pour mesurer l'attention visuelle, pour mesurer la réaction physiologique des gens et de mesurer leur activité électrique du cerveau pour être capable de mesurer des choses comme la charge mentale, par exemple. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de définir qu'est-ce que l'expérience utilisateur. Hein? C'est quoi ce concept-là? Hein? On est passé d'un mode où on parlait d'utilisabilité, et là on parle souvent d'expérience utilisateur. L'idée de l'expérience utilisateur, c'est d'aller au-delà du caractère ergonomique d'une interface. C'est de dire, bien, dans le fond, c'est l'expérience vécue par la personne dans l'utilisation de l'application. Puis une façon de le voir, c'est imaginez-vous lorsque vous êtes confortablement assis sur votre divan le dimanche après-midi à lire la Presse Plus, ou le lundi matin dans le métro, tout collé dans le métro à lire la même application. Ce n'est pas la même expérience que vous vivez, hein? Ce n'est pas du tout la même chose, c'est la même application. L'idée ici, c'est que si vous alliez manger du sushi ce soir, puis que vous allez dans le restaurant de sushi, puis que je vous montre le menu, hein, ça serait, dans le fond, l'expérience ergonomique d'aller manger du sushi. Alors qu'on sait que ce n'est pas l'expérience vécue par le consommateur. L'expérience d'aller manger du sushi, bien,
c'est de vous imaginer aller en bonne compagnie, dans un bon restaurant où il va y avoir une atmosphère, on va vous préparer quelque chose, vous allez l'anticiper, vous allez le déguster, puis après, vous allez avoir un souvenir de l'expérience. L'expérience utilisateur commence bien avant l'utilisation du produit et se termine après. Et ce qu'on cherche à voir, c'est d'aller capter dans le contexte l'expérience vécue par la personne pour nous informer puis d'aller identifier des pain points, par exemple, qui vont nous aider à prioriser nos problèmes. Donc, lorsqu'on parle d'expérience utilisateur, c'est les sushis qu'il faut voir, hein? Ce n'est pas le menu des sushis. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est que je fais des recherches pour être capable de venir améliorer les manières dont on fait des mesures d'expérience utilisateur, améliorer les méthodologies. Et on part de loin, là. Essentiellement, lorsqu'on a commencé, il y a une dizaine d'années, à mobiliser ces outils-là, puis d'être capable de créer des insights utiles pour les designers, bien, ça pouvait nous prendre 6 mois entre le moment où on préparait une expérience, collecter les données, préparer une visualisation qui faisait du sens, puis être capable de revenir à une équipe de conception. On convient là, que 6 mois, c'est bien trop long pour être pertinent. Vous avez le temps de faire 4 à 5 cycles de développement, le moment où on teste l'interface, puis je vous reviens avec des résultats, puis vous dire, ben, c'est bien beau, là, mais tu n'arrives pas au bon moment. Là, on est déjà allé bien beaucoup plus loin. Bien, on est rendu maintenant avec les techniques puis les méthodes qu'on a développées, où on est capable de revenir dans la même semaine. Essentiellement, on teste le lundi, mardi, et dès le jeudi, vendredi, on a des insights et des visualisations très parlantes pour les concepteurs. Donc, on a fait beaucoup de chemin dans l'amélioration des méthodes, l'amélioration des visualisations, l'utilisation de l'intelligence artificielle, entre autres, pour être capable de créer des index puis des mesures qui parlent aux concepteurs pour les informer sur le design. Donc, ma vie là, est dans cette slide-là. Aider les designers à prendre des décisions ou aider les concepteurs de logiciels pour auto-adapter les interfaces. Par exemple, la NASA là, se trouve dans le bas. Auto-adapter l'interface pour être capable de faire réagir l'interface sur la base de l'état de la personne. Mais ce que je veux vous parler ce matin, c'est beaucoup plus celle du haut. Là. Aider à prendre des décisions de conception, mais aider à les prendre de manière riche et surtout rapide. Donc, des exemples là, de ce que je fais dans mon quotidien. Moi, j'ai une chaire de recherche, puis je ne suis pas un consultant dans la vie, là, mais moi, j'apprends en me nourrissant de vrais problèmes. Donc, j'ai des partenaires de recherche qui m'apportent leurs problèmes, puis moi, je tripe à les résoudre. Donc, un de mes partenaires, c'est Deloitte Digital, qui ont leur agence, et où j'ai, dans le fond, accès à énormément d'interfaces et de ressources pour être capable de faire avancer ma science. Un de mes partenaires importants aussi, c'est Desjardins Assurance, qui m'amène des problèmes super intéressants. Dans le domaine de l'assurance, hein, on ne cherche pas à créer des jeux vidéo. Hein. C'est déjà une expérience douloureuse d'avoir affaire avec un assureur lorsqu'on a un problème. Bien, il ne faut pas que l'interface en ajoute. Hein. Donc, est-ce qu'on est capable d'identifier comment on peut créer une expérience le plus optimale possible dans une expérience qui est déjà une expérience qui est négative? Donc, beaucoup de problèmes très inspirants. Je travaille avec D-Box, qui conçoit des sièges de cinéma vibrokinétiques, donc des sièges qui vont vibrer en synchronicité avec l'interface du film. Et pour eux, ben, rappelez-vous, là, si je posais une question à la personne qui va en cinéma, puis qui vit le film, puis je lui demande à la fin du film, puis comment tu as aimé ça, bien, si la réponse est binaire, ça ne m'aide pas à revenir et dire « Ah ouais, mais finalement, la synchronicité dans cette séquence-là était moins bonne que celle-là. Hein? » Donc, je suis capable de revenir avec des mesures 1000 fois par seconde à dire « Bien, le problème est à ce moment-là. C'est ça qu'il faudrait améliorer pour améliorer l'expérience. » GDA Software, qui est dans le domaine du logiciel en supply chain, qui développe des solutions pour aider des employés dans le domaine du retail à prendre des décisions optimales. Donc, on fait beaucoup de choses avec eux, avec le petit robot Pepper, entre autres. Et Sobase, qui est un partenaire de longue date, là, où dans l'industrie agroalimentaire, IGA est un pionnier dans le domaine et nous amène plein de beaux défis. Faire de l'épicerie en ligne, c'est une décision de commerce électronique qui est peut-être la plus complexe qu'on a. Hein. Il faut acheter des dizaines de produits dans une courte période de temps, donc plein de micro-décisions où si vous avez une recette pour 4 personnes, puis que vous avez 6 personnes qui viennent souper, puis que vous avez des fractions, puis que la recette de votre grand-mère est en pente, puis là, il faut la convertir ça en métrique, mais c'est comme faire un test de maths. Donc, d'être capable de créer une interface avec une bonne expérience dans un contexte où d'amener le consommateur à dire, bien, ça me tente d'aller commercer, mais ça ne me tente pas d'aller faire un examen de maths en ligne,
Ça fait partie des défis qu'on a avec Sobase. Et un de nos partenaires importants aussi, Vidéotron, sur les interfaces. Donc, c'est des compagnies avec lesquelles je travaille qui m'apportent des beaux défis, mais avec un objectif. Moi, je suis là pour créer du talent, faire avancer la connaissance dans les méthodes. Comment on peut aller plus vite, comment on peut être plus riche. Donc, c'est avec ça que je me nourris. Donc là, je vais vous donner des exemples de mesures qu'on utilise en laboratoire. Et surtout des mesures, c'est assez fascinant de voir à quel point tout ça va très vite, où ces mesures-là, rapidement, sortent du laboratoire et deviennent aussi disponibles au commun des organisations qui font des tests utilisateurs aussi dans leur organisation. Laissez-moi vous parler de l'analyse automatique des émotions faciales. C'est peut-être, vous connaissez peut-être, parce que vous avez écouté la série Lie to Me, par exemple, vous êtes peut-être familier avec le concept, mais donc les émotions faciales, c'est une manière pour nous, les humains, d'échanger et de communiquer des émotions. Il y a une littérature là, qui retourne presque jusqu'à Darwin là, sur les émotions faciales. Lorsque je contracte, par exemple, certains muscles, disons le frontalis, bien, c'est typiquement associé à une émotion de surprise. Si je contracte le zygomaticus, ben, c'est typiquement une émotion qui est associée au plaisir. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de plaisir et sourire si vous ne contractez pas le zygomaticus. Et pour être capable de mesurer avec précision l'émotion faciale, jusqu'à récemment, là, ça prenait des quantités de senseurs placés dans le visage d'une personne pour mesurer avec précision l'activité électrique de la myographie. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on a une dizaine de senseurs dans le visage, l'interaction est plus authentique. Donc, ça brise un peu le plaisir d'interagir avec votre iPad. Mais on a depuis quelques années des nouvelles technologies. L'une d'entre elles, il y en a plusieurs sur le marché. Moi, j'utilise Face Reader, qui est un manufacturier hollandais, qui utilise la webcam et qui permet de détecter jusqu'à 6 fois par seconde la contraction des muscles automatiquement et qui permet de créer avec une approche d'apprentissage machine qui a été entraînée avec des milliers d'utilisateurs et qui me fournit une prédiction 6 fois par seconde de l'émotion vécue par la personne. Comme par exemple ici, notre utilisateur sur notre site web de tout à l'heure, bien, je peux voir que dans le test utilisateur, à 17 secondes, la personne a eu un moment de plaisir. Hein, peut-être qu'elle était sur le site web, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, elle a passé sa commande. Mais quelques instants plus tard, à 32 secondes, elle arrive dans le formulaire du check-out, on lui demande de rentrer son code postal, ça ne marche pas, et on voit clairement qu'il y a une émotion beaucoup plus négative à ce moment-là. Donc, on a ici des éléments, c'est un des instruments de mesure qu'on a au laboratoire, c'est une manière de venir répondre à la question « quand ». Hein? Si je roule un test utilisateur avec 10, 15 utilisateurs, puis que je trouve tout le temps qu'il y a un problème vers ce moment-là, bien, je suis capable de revenir au concepteur avec une beaucoup plus grande précision pour dire, bien, le bobo, là, il est à ce moment-là dans l'interaction, et on devait prioriser cet élément-là. Donc, un des éléments, un des take-home de cette rencontre-là, c'est la précision temporelle que peut amener ces outils-là pour nous permettre de développer une meilleure compréhension. Donc, premier élément. Mais juste à faire ça, on a collecté beaucoup de données. Hein? Si on a un test utilisateur, généralement, on va dire qu'on a besoin de minimum 6 utilisateurs pour faire un bon test. Hein? À 6 utilisateurs, on va ramasser à peu près 80% des bugs d'une application. Mais si on veut faire des tests, puis on veut comparer, par exemple, deux prototypes, bien là, je vais avoir besoin de 6 personnes d'un côté, 6 personnes de l'autre. Donc, on a besoin de 6 à 7 personnes par cellule expérimentale. Donc, test utilisateur d'une 12-14 participants, bien, on a dit tout à l'heure, c'est un gig par participant de l'heure. Bien, déjà là j'ai comme une semi-remorque d'Encyclopédie Britannica. Hein. Donc, j'accumule énormément de données. Et un des défis, c'est de dire, bien, cette donnée-là brute n'est pas utilisable facilement par des concepteurs. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, nous, ça nous prenait au début 6 mois d'analyse de données puis de revenir avec des insights utiles qui étaient trop tard pour être utiles. Donc, notre grand défi, c'est de dire bien, comment on est capable de mobiliser cette donnée-là puis qu'elle soit utile pour les concepteurs. Puis, moi, je fais des tests depuis longtemps. Là. On a accumulé près de 3000 sujets humains dans les 5 dernières années, assez pour remplir la bibliothèque du Congrès américain pleine d'Encyclopédie Britannica. Donc, on a énormément de données, mais ça ouvre aussi la voie à utiliser de nouvelles approches en sciences de la donnée puis en intelligence artificielle pour développer des métriques et être capable de raffiner la manière dont on est capable de ramener l'information à l'utilisateur. Donc, un exemple d'une invention qu'on a fait récemment, donc on a breveté une nouvelle technique pour être capable
de mettre ensemble cette donnée-là plus rapidement, mais surtout pour donner un insight très précis au concepteur. Donc, je vous donne l'exemple avec Sobase, qui est un de nos partenaires au laboratoire, et on a roulé pour eux un test l'année passée, donc c'est des données publiques que je me permets de partager avec vous, sur l'utilisation des recettes sur le site de Sobase. Et là, je vais vous demander, même ceux derrière, là, de faire une expérience avec moi. Regardez cette magnifique frittata méditerranéenne que vous allez vous imaginer préparer ce soir à la maison. Et sur le site, vous pourriez voir, si vous étiez plus proche, qu'on a une belle photo, puis on a surtout des instructions sur comment concevoir cette frittata-là. Et on a fait le test avec 20 participants. On leur a demandé de naturellement lire la recette pour s'imaginer la préparer. Et voici les résultats d'une analyse oculométrique. Donc, de l'oculométrie, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui nous permet de mesurer avec précision la fixation oculaire de participants, d'utilisateurs à l'écran. Et ce que vous avez là, en rouge par exemple, ce sont les endroits où il y a la plus grande densité de fixation oculaire à l'écran. Okay? Donc, c'est intéressant, c'est utile, ça nous permet donc de voir où se concentre l'attention sur une page, ce qui est vu puis ce qui n'est pas vu. Hein? Dans le fond, si en moyenne quelque chose n'est pas vu, c'est aussi informatif que quelque chose qui est beaucoup vu. Hein? Et ici, ce qu'on aurait, là, vous allez me dire, oh mon Dieu, quelle perte d'argent d'avoir fait un test pour découvrir que les gens regardent la recette dans le cas d'une recette. C'est vrai, les gens passent beaucoup de temps à lire les instructions lorsqu'on leur demande de lire les instructions, mais surtout, ils ne passent pas beaucoup de temps à regarder la photo. Hein? Donc, c'est surtout ça qui est important ici, c'est de dire, dans le fond, les gens regardent peu de temps l'image et portent beaucoup leur attention sur les instructions. Puis peut-être comme concepteur, une conclusion qu'on pourrait tirer de ça, si on n'utilise que l'attention, c'est de dire que peut-être l'image n'est pas si importante, peut-être qu'on pourrait réduire la taille de l'image et mettre plus d'emphase sur les instructions. Hein? On pourrait peut-être représenter les instructions différemment pour que les gens consomment plus facilement la recette. Le problème ici, c'est qu'on ne prendrait pas en compte les émotions. Hein? Depuis le début, on parle de l'émotion vécue, puis ce n'est que l'attention. L'attention, ce n'est pas l'émotion que j'ai vécue, c'est là où j'ai regardé. Je ne peux pas savoir ce qu'ils vivent. C'est comme l'équivalent des pas dans la neige. Là. Hein? Je sais uniquement leur comportement, je ne sais pas l'expérience vécue. Et donc, ce qu'on a développé, c'est une manière de venir synchroniser l'émotion vécue, la cognition, au moment de la fixation oculaire. Hein? Puis là, une fixation oculaire, c'est très, très rapide. Là, hein? Vous allez passer quelques centaines de millisecondes, puis vous allez déplacer votre regard à l'écran. Mais l'idée, c'est de venir très précisément marier l'information émotionnelle et l'information attentionnelle pour créer ce genre de représentation-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a la source de l'émotion de l'utilisateur. Hein? Donc, l'idée, c'est que même si j'ai peu regardé l'image, on voit à quel point l'image crée une valence, un plaisir dans l'interaction, mais lorsqu'on arrive dans les instructions, peut-être qu'on réalise que c'est plus compliqué qu'on pensait faire une frittata, peut-être que je n'ai pas les ingrédients à la maison. Hein? Donc, on voit qu'il y a probablement une charge mentale plus élevée là, mais l'image est super importante. C'est ça qui a créé l'émotion, c'est peut-être ça qui a convaincu nos utilisateurs de continuer à procéder à la lecture de la page. Hein? Donc, si on avait pris uniquement le comportement de l'utilisateur, on aurait pris la mauvaise décision de conception. Hein? Il faut donc tenter de prendre l'ensemble de ce que vit l'utilisateur. Et ce que Sobase a fait, suite à ça, c'est d'abord conserver la taille de l'image, mais surtout de sortir de la méthode de manière iconographique, de présenter la recette plus facilement, avec des icônes plus faciles à comprendre sur le temps de préparation, puis des éléments clés de la recette. Donc, vous voyez que la décision finalement de design est beaucoup plus alignée sur l'expérience qu'on veut créer, puis l'expérience vécue du participant. Donc, voici un exemple de test riche, mais surtout de test rapide, hein, parce que ça ne sert à rien d'apprendre ça 6 mois plus tard, on a besoin de le savoir dans la même semaine. L'autre élément, depuis le début, on parle beaucoup d'émotion. Ce n'est pas juste l'émotion qui est importante dans l'interaction entre un humain et un ordinateur ou une tablette, c'est également la cognition. Puis par exemple, la charge mentale, c'est les ressources mentales que vous avez besoin d'investir dans une interaction, c'est très important parce que c'est ce qui va déterminer si vous trouvez que c'est facile ou pas à utiliser. Donc, d'être capable de mesurer la charge mentale d'un utilisateur, c'est également quelque chose qui est souhaitable. Moi, j'ai tout un arsenal de mesures au laboratoire pour mesurer avec précision l'activité électrique du cerveau des gens pour être capable d'arriver à ce genre de conclusion-là. Par ailleurs, il reste que c'est peut-être
lourd dans certains cas, et on le fait surtout dans certains contextes, comme par exemple avec D-Box, on l'utilise pour être capable précisément de revenir sur les mouvements de la chaise, mais je l'utilise beaucoup dans des recherches scientifiques. Peut-être vous avez vu à Découverte mes travaux sur l'attention divisée lorsque les gens textent en marchant ou jouent en marchant. Il y a eu un reportage, par exemple, sur nos recherches sur Pokémon Go pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les gens s'engagent dans un comportement qui est vraiment dangereux. Là. Prenons quelques instants, c'est vraiment dangereux de texter en marchant et de jouer en marchant ou de jouer à Pokémon Go en faisant du vélo. Ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, on a fait une étude comme ça l'année passée, puis donc vous voyez ici dans le Vieux-Port de Montréal, on avait un utilisateur de Pokémon Go avec un casque électroencéphalographique, des lunettes oculométriques. Et là, on a passé beaucoup de temps à vraiment comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne voient pas les obstacles. Hein? Même si En fait, le problème, c'est que même s'ils les regardent, ils ne sont pas conscients des stimuli dangereux qui se dirigent vers eux. Et c'est vraiment ça le problème. On appelle ça de l'inattention, inattentional blindness. C'est l'aveuglement inattentionnel. Hein. On est comme dans un état de zombie. On voit, mais on n'est pas conscient de ce qu'on voit. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et on utilise des méthodes très précises pour le faire. Pour faire des tests utilisateurs, le G, c'est un peu un gros tank pour tuer une mouche et il y a d'autres manières de le faire. Par exemple, une technique qui est assez bien maîtrisée en psychologie, c'est l'utilisation de la dilatation de la pupille lorsqu'on contrôle pour plein de facteurs comme la luminosité, la taille de l'écran. Donc, je simplifie l'histoire ici, là, mais lorsqu'on a un bon contrôle expérimental, la dilatation de la pupille, c'est un très bon marqueur de la charge mentale. Donc, plus la pupille se dilate, plus la personne a besoin d'investir des ressources cognitives importantes dans son interaction. Et pour faire ça, aujourd'hui, on va faire une petite expérience. On a le temps pour faire une expérience de groupe, vous allez voir. Donc, vous allez, avec quelqu'un qui est à côté de vous, vous allez vous regarder dans les yeux et vous allez fixer la pupille de votre voisin. Fait que je vais vous demander de faire ça. Pour ceux dont le cours Biologie 101 date de quelques années, là, la pupille, c'est le petit cercle noir que vous avez au centre des yeux. OK? Donc, vous regardez avec attention la personne à côté de vous, et là, je vais vous poser des questions de mathématiques. Vous allez vous concentrer et vous regardez la pupille du voisin. Vous êtes prêts? D'accord. Combien font 2 fois 3? C'était facile, hein? Donc, on reste concentré, on reste concentré. Combien font 14 fois 17? D'accord? Est-ce que vous avez vu la pupille se dilater? À moins d'avoir Einstein à côté de vous, là, c'est sûr que la pupille se dilate. Donc, c'est un phénomène bien connu là, en psycho où, sous contrôle expérimental, la pupille va se dilater en moyenne dans une tâche si la personne investit les ressources cognitives là, pour tenter de résoudre le problème. Donc ça, en laboratoire, il y a des manières de mesurer ça très précisément. Donc un oculomètre, lorsque ça mesure la tension visuelle, je suis capable de mesurer un oculomètre, par exemple, de 60 Hz. C'est un oculomètre qui va 60 fois par seconde mesurer l'information. Donc l'information de la dilatation de la pupille, je peux l'avoir 60 fois, 120 fois par seconde. Donc, une mesure très, très précise de la dilatation de la pupille. Et si je contrôle pour plein de facteurs, bien, je suis capable de prendre cette information-là et être capable de raconter une histoire avec. Et pour vous présenter un peu ce qu'on peut faire avec ça, je vais vous expliquer des travaux que j'ai faits avec une compagnie l'année passée qui s'appelle HMH, qui est une compagnie dans le domaine qui développe des applications pour les enfants pour apprendre des mathématiques. Et donc, c'est un projet qui est super intéressant où comment on peut développer des applications qui vont faire en sorte que les enfants soient plus motivés à apprendre les mathématiques, puis utilisent et réutilisent l'application. Et il y avait 2 prototypes. Hein. Il y avait le prototype A et B, dont je ne peux pas vous remonter ici les prototypes, mais imaginez que l'entreprise avait conçu 2 prototypes pour être capable de créer cette application-là pour apprendre les mathématiques, le A et le B. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc nos mesures, la dilatation de la pupille, mais aussi l'émotion faciale des enfants de 7 ans, pour être capable de mesurer avec, très objectivement laquelle des 2 applications risquait d'être le plus performante.
Donc, pour vous expliquer ça, laissez-moi vous présenter une matrice. Là. Je suis un professeur d'université, c'est important qu'on ait une matrice 2 par 2. Donc, vous avez le plaisir dans l'axe horizontal. Donc, à ma droite, vous avez le déplaisir et à gauche, le plaisir. Donc, plus on se dirige vers là, plus avec notre technologie de reconnaissance des émotions, plus la personne a du plaisir. Et dans l'autre axe, c'est l'axe de la difficulté. Donc, c'est la charge mentale. Plus la charge mentale est élevée pour réaliser la tâche, plus je me dirige vers le haut. Donc, j'ai des mesures très objectives de ces deux axes-là et j'ai surtout des points de données plusieurs fois par seconde. Donc, j'ai la matrice en X et en Y qui se déplace sur le plaisir et la cognition partout durant l'expérience vécue par les enfants. Et idéalement, l'expérience optimale est en bas à gauche. Je voudrais concevoir une application qui crée du plaisir, mais qui est surtout, d'un point de vue, si on contrôle pour une difficulté égale, je voudrais me retrouver là. Donc, l'idée, c'est que c'est les mêmes questions mathématiques qui sont posées dans les deux applications. Donc, je contrôle pour la difficulté. La seule variable que je manipule, c'est le design, c'est ce que les concepteurs ont conçu. Notre application A et B se retrouvaient sur deux endroits complètement différents de l'application. Donc, ce que vous avez là, c'est une représentation topographique. Il faut le voir comme une montagne qui sort de l'eau. Et ce qui est en blanc, c'est comme le sommet de la montagne. Donc, c'est la densité de l'ensemble des états émotionnels instantanés des enfants. Donc, j'ai ici à peu près 20 gigaoctets de données dans une slide qu'on a été capable ensuite d'amener puis d'avoir une discussion très stratégique avec les gens de développement. Ici, essentiellement, cette représentation-là permet d'avoir une discussion de UX, d'expérience utilisateur, avec autre chose que des designers graphiques qui s'intéressent où on met les boutons. D'une certaine façon, ici, c'est la stratégie d'expérience utilisateur qui est présentée à l'écran. Puis, on voit très bien que B va positionner le produit dans un contexte d'expérience utilisateur beaucoup plus intéressant, essentiellement pour la même complexité de la tâche. Donc, un outil très intéressant, je l'ai utilisé dans plein de contextes où on est à même d'avoir des discussions stratégiques de UX avec des gens C-level executives qui sont pas dans le design de l'application, mais dans la stratégie du produit et on élève la conversation sur la stratégie de UX. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça, puis comment je peux faire ça à la maison? C'est intéressant de voir que le prix des outils que moi j'ai en laboratoire réduit rapidement. Donc, j'ai des oculomètres à 50 000 $. J'étais dans une conférence la semaine passée qui sont présentement à peu près à 3 000 $. Et il y a même des laptops qui arrivent sur le marché avec des oculomètres embarqués en bas de 2 000 $. Donc, c'est une technologie dont le prix réduit rapidement. Les outils de reconnaissance d'émotion faciale, par exemple, aussi, il y a des versions commerciales de ça là, qui sont même utilisées sur des caméras de vidéo, de magasins pour mesurer l'émotion. Donc, une technologie dont l'accessibilité de ces outils-là va devenir plus rapide et d'être capable d'envisager comment, dans une conception de développement agile, comment on peut intégrer ça. Ce que j'ai conçu avec mes collaborateurs, c'est essentiellement un logiciel. C'est là qu'on est rendu là, dans nos recherches. Là. On a conçu un logiciel que nous, on utilise en laboratoire et avec l'aide des gens d'Univaleur sur le campus Montréal, on est en train de valoriser notre logiciel, c'est-à-dire de tenter de le rendre commercialement disponible. Et Photoboot, qui est donc notre plateforme, Photoboot, l'analogie, c'est de dire, si vous aviez à aller prendre une photo dans un Photoboot, on aimerait avoir la photo tout de suite après. Donc, l'idée, c'est de créer un logiciel qui accélère la conduite des tests utilisateurs, mais aussi permet l'analyse et la création de ces représentations visuelles-là. Donc, on a conçu, du moins pour nos propres besoins, puis ce qu'on réalise, c'est que ces besoins-là sont multiples. J'étais dans une discussion la semaine dernière avec un concepteur dans le domaine manufacturier automobile, qui ne sont pas du tout dans les interfaces, mais avec l'évolution qui émerge dans l'expérience en véhicule autonome, il faut repenser ce que vivent les gens dans le véhicule. Et eux-mêmes ont un laboratoire comme le mien et ils se questionnent sur comment on peut mobiliser toute la donnée émotionnelle pour être capable d'informer les designers automobiles. Donc, il y a quelque chose où ce qui a émergé du domaine logiciel semble avoir des applications là, bien au-delà de notre contexte de développement logiciel, parce que l'expérience vécue s'applique à bien d'autres contextes également. Donc, c'est ce qu'on a conçu, c'est là qu'on est rendu. On vient d'être accepté dans un programme qui s'appelle CDL à Montréal, qui est le Creative Destruction Lab, pour nous aider comme chercheur. Moi, je suis un chercheur, je suis pas un entrepreneur. On est à la recherche là,
de gens pour nous aider à mettre ça à commercialiser. Mais essentiellement, c'est une technologie qui est issue de recherche universitaire, qui nous permet, nous, d'exécuter ces tests-là en lab. Quand on le fait, par exemple, la Banque nationale, on roule les tests le lundi, mardi, pour être capable de leur livrer un rapport le jeudi dans leur cycle agile de développement. Donc, on a démontré que c'était possible de le faire en lab et on pense que la prochaine étape, c'est de l'amener à l'extérieur du lab. J'aimerais terminer sur une offre pour vous tous dans le contexte d'un financement récent de ma chaire de recherche. Nous allons créer au cours de l'hiver un MOOC sur l'expérience utilisateur afin de démocratiser les méthodes, les outils au grand public pour permettre dans les organisations à tous un chacun de voir le rôle que les gens peuvent avoir dans l'expérience utilisateur. On n'est pas obligé d'être un designer ou d'être un développeur pour s'intéresser à l'expérience utilisateur. Je pense qu'il y a des acteurs multiples impliqués dans le processus d'idéation, de prototypage et itératif pour mener à un développement d'un produit. Et on pense qu'au Québec, ça peut être utile de rendre accessible cette connaissance-là à un plus large public. Donc, on va avoir ce MOOC-là on va prendre les inscriptions dès janvier prochain. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, là, si vous voulez. Je vais annoncer les choses bientôt. Là. Il suffit d'aller sur le lien en bas. Il y aura préinscription. C'est en mai qu'on va offrir ça. C'est complètement gratuit. Il y aura une version anglaise et française du MOOC. Un MOOC de 6 semaines, 6 séances de 45 minutes. Assez pour être capable de fournir des outils de base. Par exemple, comment amener des gens lorsqu'on design des interfaces, faut apprécier le fait qu'il faut dessiner des fois. Puis on est tous bons en dessin. Puis comment on est capable, par exemple, de développer des habiletés de base, être capable de dessiner l'expérience vécue, comment être capable d'interviewer, comment monter un bon questionnaire, comment être capable d'observer un utilisateur. Ce sont des techniques de base qui n'ont pas besoin d'avoir un doctorat dans le domaine là, pour être utiles pour les organisations. Donc on pense que ça va être utile à tous. Et on a également un programme de maîtrise en UX là, qui a commencé cette année. Une version anglaise va s'ajouter dès septembre prochain. Donc aussi une manière pour nous de s'assurer de créer du talent à Montréal pour des organisations comme la vôtre, pour s'assurer d'avoir des gens formés dans le domaine de la conception orientés vers les humains. Je pense qu'on a le temps pour des questions. S'il y a des questions, on m'a dit qu'il y a un micro, je pense qu'il faut les poser. Puis moi, je répète la question pour s'assurer que ça soit bien compris dans la vidéo. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Donc, je vais demander aux gens, on a quelques minutes pour des questions, de venir poser votre question directement au micro pour qu'on puisse le restituer ensuite par la vidéo. Et je ne pose pas de censeur live. Là. J'étais à Radio-Canada cette semaine avec Gérard Filion, puis dans l'entrevue, il me dit « Ah, mais là, vas-tu me mettre des censeurs? » Non, pas. Tu peux venir au laboratoire. Des questions? Vous êtes intrigué sur votre pupille? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des biais cognitifs, des grands biais cognitifs par rapport à l'expérience utilisateur? Bien, c'est une super bonne question, puis c'est un domaine où, justement, des approches psychométriques, donc par échelle, par exemple, un biais rétrospectif. Hein, un utilisateur, lorsqu'il va terminer une expérience, sa première impression ou la dernière impression qu'a laissée l'application peut avoir un grand effet sur la perception qu'il va vous donner. Hein, sur l'échelle de mesure, nous, les humains, là, finalement, on a une très mauvaise mémoire rétrospective pour être capable de revenir avec précision sur ce que j'ai vécu. Il y a le biais de désirabilité sociale. Hein. Lorsqu'on fait des tests utilisateurs, souvent, on va payer les gens pour être capable de les convaincre de venir faire le test. Et lorsqu'on leur paye 50, 100 $ pour faire un test utilisateur, peut-être qu'ils seront moins portés à nous dire que finalement, ils ne trouvent pas bon notre application. Donc, d'où le fait que ces mesures-là cherchent à aller au-delà du biais. Un livre vraiment intéressant dans le domaine qui couvre assez bien les différents biais, Thinking Fast and Slow de Kahneman, est un excellent livre que je recommande, qui est une lecture très... c'est un prix Nobel dans le domaine de l'économie, de la psychologie et de l'économie, mais c'est un livre vraiment écrit pour le professionnel du domaine, là, donc je vous encourage fortement, ce serait un livre intéressant à s'acheter. Ça se lit sur la plage là, durant les vacances. C'est sûr que moi, dans la vie, là, je ne suis pas un consultant, puis j'ai une série d'organisations qui m'inspirent dans leurs problématiques. On a développé à travers Deloitte Digital une association où une partie des méthodes que j'ai développées sont offertes via Deloitte.
Donc, c'est une manière pour vos clients là, d'avoir accès à certaines de ces méthodologies-là. J'ai beaucoup d'étudiants aussi qui terminent, qui ont beaucoup de talent, donc c'est une autre façon de s'approprier. Mais je reste toujours ouvert, là, vous pouvez me contacter, puis selon les besoins, je peux vous acheminer vers la bonne personne. Donc, ça dépend des cas, et on s'assure soit par le MOOC, soit par la maîtrise, soit par mes étudiants, soit via Deloitte ou certains autres programmes de subvention qui existent, là, de trouver des manières de pouvoir contribuer à l'industrie montréalaise du meilleur qu'on peut. Donc, ici, on parle de la valeur de différentes mesures, hein, et je pense que je veux vraiment utiliser la question pour que tout le monde parte à la maison avec le même message, là. Faire des tests utilisateurs, c'est important. De tester un utilisateur, déjà vous allez apprendre des choses. De tester 6 à 8 utilisateurs, vous risquez de pogner à peu près 80% des bugs d'une application. Donc, d'aller à la rencontre d'utilisateurs, on apprend toujours des choses, peu importe les méthodes qu'on utilise. L'idée ici, c'est qu'il faut faire attention, on appelle ça en science là, le biais de monométhode. Hein. Si on fait juste poser des questions, puis qu'on sait qu'il y a un biais à aller poser des questions aux gens, hein, on a un biais. Si on est capable, en plus de les observer, de regarder qu'est-ce qu'ils font comme comportement, on vient d'apprendre plus de choses. Mon point ici, c'est que pour vraiment comprendre, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose à propos de ce qu'on vit intérieurement. Hein. C'est d'aller au-delà de l'expérience ergonomique. Puis, l'utilisateur ne sera souvent pas capable de partager avec vous l'ensemble de ce qu'il va faire inconsciemment puis automatiquement. Faites juste penser, par exemple, au nombre de fois que, depuis ce matin, vous avez regardé votre téléphone mobile. Hein. On l'utilise, ça devient inconscient, c'est une extension de votre main. Hein. Et si vous seriez incapable de me dire avec précision le nombre de fois que vous avez regardé votre téléphone intelligent depuis ce matin. Mais essentiellement, c'est un peu ça. C'est de dire, ça nous prend des mesures qui sont au-delà. Si j'avais à poser la question, j'aurais probablement un grand biais parce que vous ne serez pas capable de me rapporter tout ce que vous faites automatiquement. Hein. Le nombre de fois que dans votre interaction dans une journée, vous regardez l'écran, vous allez voir vos courriels, c'est fait tellement partie de notre expérience automatique avec l'informatique qu'on n'est pas capable de le rapporter. Donc, ça prend des méthodes, ça prend une approche multiméthode où on va aller chercher de l'information plus riche pour faire une histoire plus complète. Hein? Fait que, partez pas de la salle en disant qu'il faut arrêter de poser des questions au monde. Non, c'est pas ça l'affaire. Il faut être conscient des biais, il faut prendre plusieurs approches, mais surtout tester. Hein? Si vous avez juste le temps d'en tester un, ça vaut la peine, même dans une salle de réunion, prenez les moyens du bord, ça ne coûte pas cher tester, on apprend toujours quelque chose et ça nous sort de notre biais à nous. Hein? Une autre forme de biais, c'est le biais que vous, comme développeur, vous avez, que vous mettez dans le projet. Parce qu'on développe, finalement, on a toujours tendance à développer pour nous-mêmes. À la rencontre de l'utilisateur, on apprend toujours des choses. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que c'était utile et intéressant. Merci.